75 ans, généralement brutale, soit spontanée ou alors provoquée par des traumatismes et des compressions minimes. Cliniquement, nous avons des accès paralytiques et paresthésion tronculaire, plexique, transitoire et surtout indolore et récidivant. Les troncs nerveux peuvent être touchés sont touchés plutôt au niveau des ondes d'étroitesse canalaire. Elle est souvent sous-diagnostiquée en raison de la récupération spontanée des paralysies et également de la normalité de l'examen neurologique en dehors des accès. D'où l'errance médicale de ces patients. Et en général, on les prend comme des patients fonctionnels, entre guillemets. La majorité sont considérés comme des hystériques. Et c'est l'EMG qui va, en fait, ce n'est pas aisé parfois de poser le diagnostic. Surtout, il faut connaître la maladie et surtout y penser. Ça, c'est très important. Et le diagnostic est encore plus difficile quand le tableau est atypique. C'était notre cas avec ce patient, ou alors noyé dans un tableau d'une neuropathie dysimmunitaire. L'EMG reste l'examen clé pour le diagnostic, il est très informatif, parce qu'il va nous montrer, il a un double intérêt. Premièrement, il va nous montrer les signes de la neuropathie dysimmunitaire si elle est présente. Il va nous montrer également des signes qui orientent vers cette HMPP pour pouvoir faire notre recherche génétique. Les nerfs les plus touchés dans cette affection, sont le sciatique, l'ulnaire au coude, le plexus brachial, le médio-canal carpien. Les autres nerfs peuvent être touchés, mais de façon plus rare. L'examen neurologique selon les séries, il est normal, comme je l'avais dit, dans 14 à 38% des cas, mais on peut trouver une aréflexie généralisée, une abolition isolée des réflexes aquiliens ou alors des pieds creux. Et c'est l'EMG, bien sûr, la star. Oula, je suis pour rien. C'est la star qui va nous montrer, alors, des signes d'une neuropathie démyélinisante avec tous les critères, c'est-à-dire l'allongement des latences distales, l'allongement des endèphes, le ralentissement des vitesses de conduction sensitive et le ralentissement des vitesses motrices. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il va... non, c'est l'inverse. Voilà. Il va nous orienter... non, c'est l'inverse. Elle a sauté la diapo. Non, voilà. Donc, il va nous montrer également des signes qui nous orientent vers cette HMPP, c'est-à-dire l'altération importante de la conduction sensitive par rapport à la motrice, le ralentissement de la vitesse de conduction sensitive pompe-poignée sur le nerf médian, le ralentissement des vitesses de conduction au passage des ondes d'étroitesse canalaire et également les réponses, les amplitudes, les unités motrices de grande amplitude sur les tracés de détection. Et bien entendu, la génétique est là pour confirmer le diagnostic et va nous montrer la présence de délétion du gène PNP22 dans 80% des cas. Alors, notre vignette clinique, c'est Sofiane, âgée de 31 ans, droitier, bijoutier artisan de profession, issu d'un mariage non consanguin. En apparence, il n'y a aucun cas similaire dans la famille. À l'âge de 27 ans, il commence à présenter des paresthésies, acroparesthésies à droite gênantes. Premier MG fait, on parle d'un symptôme du canal carpien, bien entendu mis sous le compte de la profession exposée. Il est artisan, il travaille tout le temps. Il a été opéré. Et 2 mois après l'intervention, malheureusement, il s'aggrave rapidement, beaucoup plus sur le côté sensitif. Donc, les paresthésies s'intensifient du côté gauche, donc côté opéré, mais également de l'autre côté, avec apparition de douleurs neuropathiques intenses et gênantes, et également diffusion des signes au niveau des membres inférieurs. Et à partir de là, il commence à présenter des accès paralytiques transitoires, surtout douloureux, au niveau du lunaire et péroné. Et j'insiste, auparavant, il n'avait jamais présenté auparavant des accès paralytiques. C'était la première fois. Il continue à évoluer de façon chronique, parfois des rechutes, parfois des accès, jusqu'en... je suis en train de faire passer. Il continue donc jusqu'en 2012. Et là, il a un deuxième EMG qui a été fait, qui parle d'une neuropathie diffuse. Et là, si on voit la durée de l'errance médicale, pratiquement ça a duré 3 ans. De médecin en médecin, de diagnostic en diagnostic, et le patient a traîné quand même pendant 3 ans. Donc à partir de 2012, fin 2012, il est hospitalisé pour une bilan d'une neuropathie. Et là, si je vais un petit résumé seulement, alors nous avons une neuropathie plutôt sensitive, elle est asymétrique, multifocale, distale, qui aurait été déclenchée par cette chirurgie sur le canal carpien. Elle évolue de façon rapide avec des rechutes et des accès paralytiques douloureux. Sur le plan examen, il n'y avait pas de déficit moteur franc. Il y avait une hypoesthésie membre supérieur plutôt distale dans grosse fibre et également des réflexes faibles au niveau des membres supérieurs. Il n'avait pas de pied creux. Alors, il a été hospitalisé, donc le bilan de la neuropathie a été fait et là, tout était négatif. Il n'y avait absolument rien sur le plan bilan.
La seule chose qui était positive, c'était cette hyperprotéinorachie à 0,65 OSCS. L'EMG qu'on avait fait déjà, on s'attendait un petit peu à trouver des latences allongées sur les deux nerfs médians, mais également sur les nerfs ulnaires. Il n'y avait pas de bloc, il n'y avait pas de dispersion, ce qui nous a un petit peu gêné pour parler du CIDP au sens propre du terme, mais on avait quand même des ralentissements des vitesses de conduction, et ce qui nous a frappé, c'était ces ralentissements au niveau du coude, au niveau de l'ulnaire des deux côtés, droit et gauche, avec un allongement de la latence des ondes F sur le lunaire droit et à moindre degré sur les deux autres nerfs. Au niveau des membres inférieurs, pareil, on avait trouvé des latences un peu allongées sur le tibial postérieur, le péroné gauche, avec des vitesses ralenties, mais il n'y avait pas de ralentissement au niveau du creux poplité, et les latences, elles étaient allongées sur le tibial postérieur. En matière de conduction sensitive, là on remarque qu'il y a une altération très importante de la conduction sensitive, mais beaucoup plus au niveau des membres supérieurs, si on voit les valeurs, qu'aux membres inférieurs. Et la détection sur la majorité des muscles testés en périphérie, c'est-à-dire les muscles distaux, était de ce genre-là, donc des unités pratiquement amples, on est pratiquement à 2 millivolts par division, et là on arrive parfois jusqu'à 1000 millivolts. Alors, là, on était un petit peu gêné. Quel diagnostic on doit retenir? On avait des éléments pour parler d'une neuropathie dénisante avec quelques signes qui nous orientent vers la neuropathie dysimmunitaire, ces troubles sensitifs invalidants, la douleur importante, cette hyperprotéinorachie au SCR, et à l'EMG, la démyélisation avec altération de la conduction sensitive plus au membre supérieur qu'au membre inférieur, comme on a l'habitude de voir dans les CIDP. Mais de l'autre côté, nous avons ces accès paralytiques, certes ils étaient au deuxième plan, ils n'étaient pas au premier plan, mais on les a quand même gardés. Mais la chose la plus importante, c'était ces éléments qu'on avait trouvés à l'EMG. Donc le ralentissement des VCM au coude, le ralentissement au niveau du canal carpien, l'altération importante de la conduction sensitive par rapport à la conduction motrice et les unités motrices de grande amplitude. Donc on s'est basé un petit peu sur le critère OFNS-PNS pour classer notre patient. On ne pouvait pas le mettre dans la CIDP certaine. C'est pas possible, on n'avait pas tous les critères, mais on a gardé quand même le diagnostic du PIDC possible. Et donc, surtout qu'on avait cette hyperprotéinorachie, c'est un autre élément de présomption pour la CIDP, mais on avait quand même gardé à l'esprit qu'il y a très probablement une HMPP sous-jacente. Là, au niveau du service, il a été mis sous corticothérapie, et bonne surprise, il a très bien répondu, avec diminution de l'intensité de la douleur et du fourmillement en quelques semaines. Et donc, cette bonne réponse à la corticothérapie, c'est un autre argument pour parler d'une neuropathie dysimmunitaire. Numéro pour remporter. Voilà. Et comme la génétique n'étant pas disponible en Algérie, donc on a dû envoyer le prélèvement dans un autre pays pour vérifier s'il y a une HMPP sous-jacente, et entre-temps, il a gardé son traitement par la corticothérapie. Et là, en octobre 2013, le diagnostic tombe, délétion P1P22 confirmée. On explique au patient qu'il a une affection bénigne, qu'on peut éventuellement arrêter la corticothérapie, chose qu'il a acceptée. Et là, dès qu'on commence à diminuer, il commence à s'aggraver, il y a apparition des paresthésies, et ce qu'il rapportait en plus, cette impression, il dit, j'ai l'impression que j'ai une paralysie du pouce gauche, et bien entendu, on l'a encore mis sous le compte de la subjectivité. On s'est dit, puisqu'il a une HMPP, il n'y a pas de raison qu'il s'aggrave. Mais en fait, en janvier, donc soit un mois après l'arrêt total de la corticothérapie, je le revois en EMG, et effectivement, il présente un déficit du courant abducteur gauche, qui a été attesté par l'EMG. Quand on voit ça, il avait 6,2 au premier EMG, on tombe à 0,09. Et ce qu'on remarque en parallèle, c'est l'amélioration des latences distales, l'amélioration des vitesses de conduction et également des ondes F. Pareil au niveau des membres inférieurs, on remarque une amélioration un peu partout, que ce soit en matière d'ondes F, de vitesse ou de latence, et également en conduction sensitive. Et cette amélioration, on remarque qu'elle est meilleure au niveau des membres supérieurs qu'aux membres inférieurs. Alors là, encore une fois, quel diagnostic? Est-ce qu'on est devant un cas d'une HMPP atypique ou alors on est devant un cas d'association? HMPP, c'est certainement, puisqu'il y a la HMPP, nous avons déjà la confirmation génétique,
Mais ce qui était un petit peu bizarre et qui nous a un petit peu perturbé, c'est le mode d'évolution, le mode de début et l'évolution. La symptomatologie sensitive trop bruyante pour une HMPP, l'hyperprotéinorachie ou l'équipe céphalospinale, et cette bonne réponse à la corticoïde, au corticoïde, et son aggravation après l'âge. Et donc, on s'est basé maintenant, on se dit peut-être qu'il y a une HMPP associée à une PIDC associée à cette HMPP, et en voyant la littérature, j'ai retenu l'article qui a été publié en 2016 par Ajabali, qui lui rapporte, il rapporte tous les cas de neuropathie héréditaire associée à une CIDP. Et parmi ces neuropathies héréditaires, il y avait la HMPP. Il avait en tout 7 cas, 2 qui ont évolué comme un Guillain-Barré et 5 comme une CIDP. Moi, j'ai repris 3 papiers. Celui de Remiche qui a été publié en 2013, qui rapporte le cas d'une femme de 54 ans. Suite à une vaccination H1N1, elle développe des douleurs neuropathiques distales et proximales aux 4 membres. Elle a une hypoesthésie aux 4 membres. Elle a une hyperprotéinorachie au LCR. Le MG objectif à la fois une CIDP et une HMPP. Elle a très bien répondu aux IVIG et la génétique a confirmé la HMPP. Donc il serait probable que cette vaccination a entraîné ce tableau de CIDP qui a permis de mettre en évidence la HMPP. Par la suite, il s'avère que dans la famille, il y a la grand-mère et le neveu qui présentent également des accès paralytiques. Donc ça confirmerait bien entendu cette hétérogénéité intrafamiliale. L'autre papier, c'est celui de Lubetsky qui a été publié en 2002. Et là, elle rapporte une famille de 3 personnes. Le propositus, c'est une jeune femme de 24 ans, qui a présenté un tableau d'une CIDP avec une atteinte multifocale, asymétrique, distale avec une aréflexie. Elle n'avait pas d'hyperprotéinorachie et elle avait tous les signes d'une neuropathie démyélisante avec une altération de la conduction sensitive plus au membre supérieur qu'au membre inférieur. Et elle a bien répondu à la corticothérapie. Et dans les antécédents de cette jeune femme, elle a le papa qui a été rapporté également par le même auteur. Le papa qui, suite à une chirurgie, a fait un tableau d'une CIDP, le même que celui de sa fille. Il avait une hyperprotéinorachie au SCR. Il n'a pas reçu de traitement parce qu'il n'était pas très déficitaire. Et également, elle a une jeune sœur qui, suite à une infection EVB, a présenté un tableau rappelant le syndrome de Guillain-Barré, qui a par la suite évolué comme une CIDP. Et elle avait une hyperprotéinorachie au SCR, le même tableau électrique, et elle a très bien répondu à la corticothérapie. Et donc, en fait, c'est la survenue du cas proposé, c'est-à-dire celui-là 2002, qui a orienté vers les neuropathies héréditaires. Et à partir de là, la génétique a été demandée et qui a confirmé la HMPP. Le dernier cas, c'est une femme de 35 ans, ça a été publié en 2016 également. Le dernier cas, c'est une femme de 35 ans qui présente à la fois une CIDP et une HMPP confirmée et qui a très bien répondu aux IVIG. Donc, si on doit discuter, donc ça, tu m'as demandé d'aller vite, c'est bon? Il te reste 4 minutes. Super, je peux me On dépêcher. laisse un peu quand même à la discussion. Donc, si on doit discuter les cas, la HMPP, l'association d'une HMPP plus une CIDP reste exceptionnelle, parfois fortuite. Et quand on revoit la littérature, tous les cas qui ont été publiés suggéraient que les patients délétés seraient prédisposés à développer une neuropathie dysimmunitaire et qu'il y aurait des liens physiopathologiques entre les deux maladies. Notre cas Sofiane, il a une clinique qui était franchement atypique pour une HMPP. Il avait cette hyperprotéinorachie, cette bonne réponse à la corticothérapie, et donc il avait à la fois sur le plan électrique des signes d'une CIDP pas certaine, mais on avait quand même des signes, mais également d'une HMPP sous-jacente. Et la génétique a confirmé cette délétion. Tout ceci confirme donc la complexité des tableaux électrocliniques que présentent certains patients, d'où les difficultés diagnostiques. D'autant plus que la majorité des patients ne rapportent pas une histoire spontanée familiale. Ils ne vous disent pas que j'ai un papa ou une maman qui font des accès paralytiques parce que c'est tellement bénin qu'ils apprennent à vivre avec. Notre patient, pareil, il n'avait pas de cas similaire. Son père âgé de 63 ans, sa maman de 58 ans. Tous deux diabète de type 2. Le papa, examen neurologique normal avec un EMG normal. Pour la maman, voici ce que je vois. Ça, c'est ses pieds. Elle a un pied creux bilatéral, plus marqué du côté gauche. Et je ne vous cache pas, en voyant ses pieds creux, je me suis dit, bingo, je suis tombée sur la maman porteuse de l'affection. Malheureusement, je suis restée sur ma faim parce que je n'ai rien trouvé, à part cet allongement des latents sur les nerfs médiaux au niveau des membres supérieurs. La réponse était parfaite, les organes également. Et au niveau des membres inférieurs, pareil, à faire des petites réponses
au niveau des muscles distaux, mais c'est peut-être en rapport avec les amyotrophies. Ailleurs, je ne trouve absolument rien. Et en plus, sur le plan sensitif, il y avait ce canal carpien bilatéral qui était asymptomatique sur le plan clinique. Au niveau des membres inférieurs, il n'y avait absolument rien. Ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est cette altération du nerf au cinquième doigt sur le plan sensitif, pas plus que cela. Donc là, je ne sais pas, est-ce que je suis devant un cas d'une HMPP avec une expression mineure? Je n'en sais absolument rien. Et par la suite, quand le patient m'a vu poser la question sur l'histoire des pieds creux, il m'a rapporté qu'il a son frère âgé de 40 ans et sa fille de 3 ans qui ont tous les deux des pieds creux. Et malheureusement, la génétique n'est pas disponible en Algérie, donc on s'est arrêté à ce point-là. Donc, quels sont les messages à retenir de cette présentation? C'est que la HMPP reste une maladie sous-diagnostiquée en raison du caractère réversible des accès, et elle est encore plus si le tableau est atypique ou noyé dans un tableau d'une neuropathie immunitaire. Et l'association d'une HMPP avec une CIDP reste rare vu le nombre de publications, et ce qui explique également les difficultés et les retards diagnostiques. Et au-delà de savoir interpréter un électroneuromyogramme, qui reste l'examen clé pour détecter la HMPP, bien entendu en se basant sur l'histoire familiale et la clinique, il est important de savoir extraire d'un tableau d'une PIDC entre guillemets classique les anomalies EMG qui nous orientent vers une HMPP afin de la confirmer. Et là, je vous remercie pour votre attention. Et je voudrais seulement prendre une petite minute pour vous faire une petite publicité pour notre association naissante, qui est l'Association algérienne d'électroneuromégraphie des maladies neuromusculaires, qui va organiser son premier congrès le 20 et le 21 juin à Alger. Vous serez les bienvenus, marhaba bikoum.